Syllab et Canal B vous présentent tout un frémissement culturel qui commence par les croyances les plus naïves. Pop, 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 pop. Mind. Pop mind. Oui, c'est notre culture. Et nous nous retrouvons sur le plateau de Canal B et Syllab avec les radios campus Ferrarock et l'Accord Lab dans cette ambiance devenue plus conviviale, vous l'entendez sûrement, puisque les ateliers de cette journée de Pop Mind viennent de se terminer. Donc Pop Mind, cet événement du 13 au 15 mai organisé par l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, et le CRID, je dois aller retrouver mon petit acronyme, le Centre de recherche et d'information pour le développement, on le rappellera tout au long de cette émission. Et cette année, Pop Mind est consacré à la thématique culture et solidarité, l'urgence d'agir en commun. Et pour ouvrir cette émission, je vais laisser la parole à Lucie avec ses invités Emma Marc du CAC et Agnès Rousseau de Politis. Bonjour, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors je vous représente Emma Marc, vous êtes chargée de mission pour le collectif des associations citoyennes sur une démarche qui s'appelle Droits et mouvements sociaux. Agnès Rousseau, vous êtes journaliste et puis la directrice de cet hebdomadaire qui est Politis. Et ensemble on a 10 minutes pour parler liberté associative mais aussi liberté d'informer. C'était les thèmes de 2 ateliers auxquels vous avez participé dans le cadre des rencontres Pop Mind ce mardi. On commence peut-être par représenter très très rapidement en 2 mots vos structures respectives, un collectif et un média. Peut-être Emma Marc pour commencer. Très bien, merci beaucoup pour l'accueil. Donc le collectif des associations citoyennes a entrepris en fait un projet qui s'appelle Droits et mouvements sociaux, et c'est un travail collaboratif initié par le CAC, donc Allumeuse et Sciences citoyennes, et donc on cherche à permettre un partage de savoir pour permettre à la société civile d'utiliser la stratégie juridique et renforcer leurs actions. Donc le CAC qui est né en 2010, implanté à Paris, je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc voilà pour vous présenter. Alors Politis, une structure, un média qui a un peu plus d'expérience, plus de 30 ans, c'est ça ? C'est ça, 36 ans, c'est un hebdomadaire et un site web d'information sur les questions démocratiques, écologiques, sociales, économiques, qui est piloté par une équipe de 25 salariés. Et voilà, notre slogan c'est défricher les idées, nourrir les combats. Donc on est un média engagé, indépendant. Et il ne faut pas hésiter à aller vous soutenir et à aller vous lire aussi. On va commencer plutôt avec le sujet des libertés associatives avec Emma Marc. Donc vous pilotez cette démarche qui s'appelle Droits et mouvements sociaux. Pour faire clair, un espace de travail interassociatif. Et l'idée c'est d'armer un petit peu les associations pour qu'elles puissent mener leur lutte sociale et leurs actions citoyennes. Sujet hautement d'actualité. Oui, tout à fait. Et c'est justement ce qu'on est venu un peu expliquer ici aujourd'hui. On avait 2 ateliers, donc un premier plus de contexte sur donc les libertés associatives, où on avait donc Jean-Baptiste Jobard qui travaille avec moi au CAC, et aussi donc Thierry Abalea du mouvement associatif et Sarah Batega, je sais pas comment on dit, je m'en excuse. Mais voilà, et donc on avait ici une approche sectorielle, territoriale qui était intéressante, et un deuxième atelier, on a fait un focus sur le contrat d'engagement républicain qui est passé donc avec la loi séparatiste de 2021 et qui fait l'objet de nombreuses décisions de justice. Voilà pour l'actualité. On va continuer sur ce contrat d'engagement républicain. Ouais. Alors il y a ce sujet de la désobéissance civile qui peut faire peur. Un outil dont saisissent notamment des associations environnementalistes comme Alternative à Poitiers, qui a été un peu embêté, qui est passé devant la justice pour finalement obtenir gain de cause. Ce qui embêtait la préfecture, c'est que la désobéissance civile représentait une infraction justement à ce contrat d'engagement républicain. Et aujourd'hui, toutes les assos qui ont besoin d'un soutien des collectivités locales, eh bien, elles doivent le signer depuis 2022. C'est ce contrat aujourd'hui qui cristallise un peu les inquiétudes dans le monde associatif. Oui, bah oui, complètement. Et en fait, c'est aussi donc il y a une application du contrat d'engagement républicain de plus en plus, et notamment en Bretagne. C'est pour ça que c'était intéressant de faire cet atelier ici, et qu'on a eu notamment un intervenant, donc Xavier Malinet.
pardon. On va retrouver son nom. De la millénaire. Donc de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Et qui nous a fait en fait une perspective depuis la Bretagne qui était très intéressante. Et c'est vrai que l'inquiétude monte par rapport à ce CER et la justice donc a rendu cette première décision avec Alternative à Poitiers qui était vraiment éclaircissante et qui est une vraie victoire juridique puisque donc on a reconnu que le fait de faire un atelier de désobéissance civile n'était pas contraire à l'ordre public et que les troubles à l'ordre public étaient nécessaires pour avoir des coupes de subventions liées au CER, pour faire court. Et alors, concrètement, en quoi cette démarche droits et mouvements sociaux, là que vous pilotez, elle peut venir aider des associations qui sont en difficulté? On donne un exemple, il y a notamment le recours à des avocats en cas de besoin. Oui, tout à fait. Alors en fait, droits et mouvements sociaux, ça aide à la fois les associations qui ne sont pas spécialistes ou peu familières du droit et qui ont besoin de vulgarisation. Donc là, on fait des fiches en fait thématiques sur, par exemple, les interventions volontaires qui sont un moyen d'agir en justice. Et puis on a donc l'aide aussi aux associations qui ont vraiment le droit comme cœur de métier. Et donc là c'est de l'aide au plaidoyer, c'est de l'aide aussi sur les interventions volontaires, du soutien en fait devant la justice et pour des actions en justice plus globalement. Donc, pour faire le lien entre les deux ateliers auxquels vous avez participé dans le cadre des rencontres PopMind, je voulais rappeler que assez récemment, donc en Bretagne du côté de Brest, il y a 4 associations qui ont été privées de subventions pour un soutien apporté à un squat culturel. C'était au mois de janvier. Parmi ces associations, une radio, une télévision, ça nous amène donc au sujet de la liberté d'informer. Je me tourne vers vous, Agnès Rousseau, donc directrice de ce média qui s'appelle Politis. Vous avez participé à l'organisation d'états généraux de la presse indépendante, c'était à l'automne dernier. En fait, c'était une réponse, un peu un pied de nez à une initiative présidentielle dont on peut redire un mot. Alors Emmanuel Macron a lancé il y a quelques mois des états généraux de l'information. Il veut réformer le secteur de l'information. Il y a des groupes de travail, il y a des réflexions en région. Voilà, il y a toute la machine à réfléchir et qui s'est mise en route. Cette initiative doit rendre des conclusions en juin, dont Emmanuel Macron va se saisir pour faire des propositions sur le secteur de l'information. Nous, on n'est pas très rassurés, pour le dire très franchement. Et avec une centaine de médias indépendants et d'organisations diverses, de droits humains et puis syndicales, on a créé les états généraux de la presse indépendante et on a fait une plateforme de revendicative. On s'est mis d'accord sur 59 propositions qui sont consultables en ligne sur internet et dans ces propositions on essaye de voir ce qui, nous en tant que médias indépendants, nous semble prioritaire pour transformer l'information aujourd'hui en France, notamment lutter contre la concentration des médias qui pour nous est un des problèmes majeurs aujourd'hui dans le pays. Lutter contre la concentration des médias, mais il y a aussi de nombreuses autres propositions à retrouver en ligne, la lutte contre les procédures bâillons, la protection des lanceurs d'alerte, ou encore la lutte contre la précarisation des journalistes, qui est finalement un problème sous-jacent dans le secteur. Est-ce que vous avez, vous, des exemples, avec votre expérience de journaliste et puis de directrice d'un média comme Politis, de biais par lequel votre travail d'information a pu être empêché dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, alors vous parlez des poursuites Bayon. Moi, j'ai subi des poursuites Bayon de la part de Vincent Bolloré. Donc, on a eu plusieurs procès. C'est quand je travaillais pour le média Basta. Vincent Bolloré a eu un acharnement judiciaire à notre égard. On a gagné à chaque fois. Il est reparti à chaque fois à la charge. Donc, ça coûte de l'argent pour des médias indépendants, par exemple. Et c'est aujourd'hui une pratique qui se développe beaucoup, ces procédures Bayon, de la part de groupes industriels qui n'aiment pas qu'on enquête sur leurs pratiques. Et ce qu'on demande dans le cadre notamment des états généraux de la presse indépendante, c'est justement qu'il y ait une législation sur ces poursuites Bayon pour empêcher qu'elles se développent, empêcher qu'elles nuisent financièrement à des médias, empêcher aussi qu'elles contournent la loi de la presse de 1881, parce que de plus en plus ces groupes industriels, ils portent plainte devant les tribunaux commerciaux, ils portent plainte pour le secret des affaires, et donc c'est une façon de contourner le droit de la presse, et c'est extrêmement problématique, puisque alors que le droit de la presse est relativement protecteur des médias, on se retrouve avec des médias qui réclament des millions d'euros pour des questions de secret des affaires ou parce que voilà, c'est devant les tribunaux commerciaux que les industriels portent plainte, ce qui est extrêmement problématique, et on demande qu'il y ait une meilleure régulation de ces questions-là pour éviter justement la censure des médias ou l'autocensure, parce qu'on va avoir peur de publier sur ces questions. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le climat actuel, au-delà de ce qui est visible là, comme situation qu'on a rencontrée, notamment liée au contrat d'engagement républicain, est-ce qu'il n'y a pas un risque
risque d'autocensure, d'avoir peur d'aller sur certains sujets aujourd'hui Alors c'est le cas avec les poursuites Bayon, mais c'est le cas surtout avec la question de la concentration de la presse. Aujourd'hui, on a une concentration d'une grande partie de la presse française entre les mains d'une dizaine de groupes industriels et de milliardaires. Ça pose énormément de problèmes que l'information aujourd'hui en France, que la presse aujourd'hui en France va entre les mains de marchands d'armes, d'entreprises du luxe, du BTP, des banquiers, des gens de la téléphonie. Il y a évidemment des conflits d'intérêts qui sont patents. Comment des journalistes, par exemple, travaillant pour TF1, alors que leurs propriétaires travaillent dans le BTP, comment ils peuvent en faire des enquêtes sur la question de l'immobilier ou sur la question de la téléphonie, puisque Bouygues est également acteur de la téléphonie. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Ça crée des conflits d'intérêts, ça crée de la censure, ça étouffe aussi le journalisme d'enquête. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est aussi la défiance des citoyens vis-à-vis du journalisme, puisqu'aujourd'hui, il y a 57% des Français qui considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Donc tout ça, ça nuit à la fois au pluralisme de la presse et ça nuit aussi au débat démocratique en France. J'aimerais un mot supplémentaire, Emma. Oui, sur l'autodissuasion, on a avec le CER aussi des applications indirectes qui sont des menaces d'application du contrat d'engagement républicain. C'est ce qu'a subi notamment dans le Nord l'AMRES, maison régionale de la solidarité, je crois. On espère que c'est ça parce que je ne l'ai pas ce sigle-là. Je les ai pas tous. Et donc ils ont subi des menaces d'application. Donc il y a cette autocensure, il y a beaucoup d'intervenants qui en ont parlé notamment. Et puis le paradoxe entre liberté d'expression et application du CER, elle est très présente. C'est problématique. Le CER, contrat d'engagement républicain, il y avait une analyse qui avait été portée justement par le mouvement associatif de Bretagne qui était représenté aujourd'hui lors de ces rencontres. Juste terminer avec une phrase sur comment vous ressortez là d'une journée comme celle-ci. C'est peut-être quand même, une respiration qui est la bienvenue dans un contexte anxiogène de se retrouver entre personnes convaincues sur les actions à poursuivre. Tous ces mouvements-là, tous ces colloques, ces festivals, tout ce qui permet justement de se rencontrer entre nous, c'est évidemment extrêmement bénéfique. On est dans un contexte politique, économique, écologique, démocratique qui est assez inquiétant et toutes les initiatives, tout le travail des associations, des syndicats qui contribuent justement à éclaircir cette situation-là et à essayer de transformer en profondeur la situation, face notamment par exemple sur la question des médias à l'extrême droitisation des médias aujourd'hui. Pour nous, ça nous donne de la force, ça nous donne de l'énergie et puis on se rend compte qu'on n'est pas seul et que il y a à se battre ensemble pour faire gagner le camp de l'émancipation aujourd'hui en France. Oui, et puis de mon côté, je peux rajouter que je pense que c'est plutôt réussi ce que PopMind veut faire, parce qu'on ressent la solidarité et le partage d'expériences est hyper important dans ce genre de cas, puisque nous en tout cas avec Droits et Mouvements Sociaux, on est persuadés que c'est dans le collectif qu'on peut aussi gagner en rapport de force face aussi à des acteurs qui ont beaucoup plus de pouvoir financier ou autre. Et donc je pense qu'il y a une grande importance dans ces rendez-vous-là. Ouais. L'union fait la force, on se note ça. Je vous représente Emma Marc, donc chargée de mission pour le collectif des associations citoyennes sur une démarche qui s'appelle Droits et Mouvements Sociaux qu'on peut retrouver en ligne, et Agnès Rousseau, journaliste et directrice de l'hebdomadaire Politis, qui a fêté depuis quelques années maintenant ses 30 ans et qu'on retrouve aussi en ligne. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Et merci. Le temps d'un changement de plateau et d'accueillir Lucie Linard du collectif HF Bretagne et Marie Pontieux du RIF. Et c'est notre chroniqueuse Janice qui s'installe aussi sur le plateau. Vous êtes toujours à l'écoute des Radio Campus, de la Ferrarock et de la Corlab à l'occasion de PopMind dédié cette année à Culture et Solidarité, l'urgence d'agir en commun. Et donc on parle de cette thématique égalité homme-femme. Je vais passer un micro à Janice. Hop là. Est-ce que tout le monde est installé ? Janice, oui. Je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, comment lutter contre les rapports de domination dans nos collectifs ? Alors, attends, je crois que tout le monde n'a pas encore un casque. C'est bon. Je pense que tout le monde s'entend et je vous laisse avec Janice. Alors, comment lutter contre les rapports de domination dans nos collectifs ? C'est la question qui a été posée cet après-midi lors d'un atelier de création visant l'échange de pratiques et la réflexion collective pour des structures égalitaires, inclusives et respectueuses de chacune. Pour en parler, nous avons avec nous Lucie Linard, coordinatrice pour l'association HF Plus Bretagne. Bonjour. Bonjour. Alors HF Plus Bretagne, c'est une association qui souhaite connaître et faire connaître les inégalités de genre dans les arts et la culture, améliorer l'accès des femmes et minorités de genre aux postes de direction et moyens de production et de diffusion, promouvoir le matrimoine, lutter contre les stéréotypes de genre et les violences sexistes et sexuelles et travailler à l'égale conditionnalité des aides publiques dans les arts et la culture.
Nous accueillons aussi Marie Pontieux, chargée d'accompagnement des politiques et responsable éthique et innovante au RIF, le réseau des musiques actuelles en Île-de-France, qui a pour but le renforcement de la diversité artistique et culturelle. Bonjour Marie Pontieux. Bonjour. Vous étiez toutes les deux intervenantes cet après-midi pour parler inégalité au sein des collectifs associatifs et militants et culturels de l'économie sociale et solidaire. Comment était organisé l'atelier ? L'atelier s'est déroulé sous un format World Café. Donc on était 3 structures intervenantes et on a pu présenter des projets, ou en tout cas la manière dont on fait dans nos structures ou nos collectifs pour lutter contre les rapports de domination et favoriser l'égalité. C'est-à-dire que les participants et participantes ont tourné sur les 3 tables et ont pu assister à la présentation de 3 dispositifs différents. Et concrètement, quels étaient les dispositifs mis en place ? Alors nous, on a parlé en tant qu'association militante féministe de la manière dont on conçoit le fait de prendre soin de soi et des autres au sein de notre association. Donc c'est pas tant un dispositif plutôt que quelque chose qui s'infuse quotidiennement et voilà, c'est plutôt un état d'esprit et donc ça passe par plein de choses différentes. Et nous, au RIF, on a présenté un projet qu'on mène, qui est un projet de visite exploratoire des lieux musiques actuels, donc des visites en non-mixité où on circule dans un lieu avec un groupe de femmes pour identifier les freins à la fréquentation de ces lieux par les femmes et les jeunes filles, ce qui peut ne pas être accueillant, considéré comme pas sûr, pas safe, etc. Et qu'est-ce que vous avez retenu des échanges que vous avez eus avec les personnes qui participaient à cet atelier ? Nous, en fait, on a voulu parler de choses assez simples qui sont faciles à mettre en place au quotidien. Donc ça peut aller de tout simplement s'écouter en réunion, ne pas couper la parole. Ça peut paraître très bête dit comme ça, mais en fait, quand on l'applique réellement, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et puis ça va aussi de comment on prend soin des autres quand on est une association confrontée à des témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc comment on se forme pour pouvoir se protéger de ça, pouvoir mettre de la distance. Ça passe par beaucoup de choses différentes. Il y a quelque chose d'assez important dont on a parlé avec les participantes et les participants qui étaient de l'ordre de la déconstruction, c'est-à-dire que pour prendre soin des autres, il faut commencer par se déconstruire soi et ça c'est un travail quotidien et c'est un travail qui peut se faire sur absolument toutes les luttes et toutes les discriminations et donc ça peut vraiment concerner tout le monde ce travail-là. Et nous de notre côté, donc on a présenté ce projet et un peu du coup discuté de pourquoi il y a moins de femmes et de jeunes filles dans les studios de répétition, pourquoi il y a moins de femmes et de jeunes filles sur scène, plus de jeunes filles qui sont dans les écoles de musique. Il y a 50% de jeunes filles dans les écoles de musique, mais il n'y a que 12% de jeunes filles qui après fréquentent les studios de nos lieux, ce qui veut dire qu'elles ne passent pas le pas d'une pratique autonome de la musique. Et du coup, on a présenté ce projet-là qui vise un peu à trouver des explications aussi à ce qui peut ne pas être accueillant dans nos lieux pour des femmes et des jeunes filles et ce qui peut être amélioré. Et du coup, notamment la boîte à outils qu'on a formalisée pour mener des visites. Donc moi, ce que j'en retire, c'est qu'il y a plein de lieux qui ont envie de monter des visites exploratoires chez eux, donc c'est cool. Et est-ce que vous comptez refaire bientôt de ce type d'atelier ? Quelles sont les choses qui sont prévues au sein de HF Plus Bretagne et du RIF prochainement ? Côté HF Plus Bretagne, nous on fait de la sensibilisation tout au long de l'année. Donc on intervient sur de nombreux sujets, que ce soit de sensibiliser et de conscientiser les inégalités de genre dans les arts et la culture, à valoriser le matrimoine, à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On encourage aussi aux mesures politiques concrètes. Donc on est aussi en lien avec des élus pour que les choses changent et s'améliorent au niveau des politiques publiques. C'est des chantiers qu'on mène depuis une dizaine d'années maintenant et qui sont reconduits chaque année. On est un petit peu sur tous ces fronts-là en même temps. Il y a encore beaucoup
beaucoup de boulot, mais en tout cas, on est entouré par une cinquantaine, voire une soixantaine de bénévoles très très actifs et actifs en Bretagne. Donc on a de la chance d'avoir toute cette énergie-là à nos côtés. Et au RIF ? Alors au RIF, nous, contrairement à Chef Plus Bretagne, les questions d'égalité des genres, c'est pas le cœur de nos missions non plus, donc c'est qu'une partie de nos projets. Mais c'est des sujets qui sont de plus en plus présents aussi dans les projets des structures adhérentes au réseau. Du coup, là, on a des nouvelles visites de lieux qui sont prévues. On organise aussi régulièrement des ateliers pour des musiciennes, donc des ateliers de pratique ou des ateliers de structuration de projets, d'empowerment. Et puis, pour nos adhérents, on coordonne aussi la mise en place de formations à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Et on les accompagne aussi dans la mise en place, eux, de leur côté, de projets visant à plus d'égalité. Donc on a des girls camp qui se montent dans des lieux, des choses comme ça. C'est quoi un girls camp ? Un girls camp, c'est une sorte de stage de musique en non-mixité. Voilà, une colonie de vacances de musiciennes. Ok, merci beaucoup à vous deux d'être venus parler de vos projets et de l'atelier. Merci. Merci. Voilà, et pour information pour les Rennais et Rennaises qui nous écoutent, il y a aussi des girls camp qui sont proposés par le Jardin Moderne, donc rendez-vous sur le site du Jardin Moderne pour avoir toutes les informations. Merci à Lucie Linard de HF Plus Bretagne et à Marie Pontieux du RIF d'être venue sur ce plateau. Et puis on se fait une petite pause musicale avant de se retrouver pour parler de Milité Décalé. Calme-toi, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge tes genoux. Je fais de la batterie à l'envalée, de la guitare au anglais, de l'accordéon avec un verre. Y'avait Gilbert et son ukulélé, y'avait Bernard auprès de Saint-Gervais. C'est le monde merveilleux de Walt Disney. Calme-toi, 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 bouge les genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge les genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge les genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge les genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz, bouge les genoux. Je connais mon monde, Ziggy Fish, Big Moss, Billy Bad, la bossa nova, Dire Straits, mon casque sur la tête. Je me balance, je me balance. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Bouge les genoux. 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 Astéréotypie, calme-toi, bouge tes genoux.
Eh bien, je pense qu'on va retrouver maintenant un jeune homme qui n'hésite pas à bouger ses genoux, et on va parler avec 3 personnes, mais ça va être un petit peu équilibrisme, ce moment ici dans cette émission en direct du PopMind, parce que nos invités Alice Ochsner de Koning et Cécile Perscave ne peuvent pas nous entendre, elles n'ont pas de casque toutes les deux. Donc on va d'abord parler avec notre invité suivant, Gilbert Coquelin. Bonjour Gilbert. Bonjour, enchanté, merci. Qui se propose de militer décalé. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous faites dans la vie. J'ai plutôt entendu parler de perturbationnisme. J'entends quelques échos peut-être du situationnisme de Guy Debord. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Alors effectivement, donc le perturbationnisme est un nouveau mouvement d'art qui date de 2020, et donc notre matière artistique est la perturbation, et on s'inscrit dans une lignée artistique effectivement beaucoup plus vaste comme celle du situationnisme par de Guy Debord, mais bien d'autres également. Donc on suit la transmission qui est là pour nous. Alors, est-ce que ça fonctionne ce casque maintenant ? Ah, c'est un petit sketch ici. Elles font aussi du perturbationnisme, toutes les deux, je crois, Alice et Cécile. On va parler avec vous aussi sur ce plateau à 3 invités, mais cette fois-ci d'imaginer peut-être un musée du capitalisme. Est-ce que elle vous est venue comment cette idée de peut-être créer bientôt un musée du capitalisme ? L'idée d'un musée du capitalisme vient directement de Belgique, où il y a un musée du capitalisme, qui est un musée citoyen et qui est en lien avec 2 autres musées, un musée new-yorkais et un musée berlinois. Et en visitant le musée belge, on s'est dit mais ça n'existe pas en France. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un musée du capitalisme ? Des lessiveuses dans lesquelles on aurait pu mettre des billets, des calculatrices géantes, des chapeaux donc Picsou, qu'est-ce qu'il y a ? Alors c'est 3 formes différentes, les formes qui existent déjà, même si c'est 3 formes citoyennes, c'est toujours des dynamiques citoyennes. En fait c'est des musées qui émanent d'un collectif de citoyens. Et il y a plusieurs formes, mais en tout cas il y a l'idée principale qui est ce serait bien que le capitalisme soit derrière nous et que aujourd'hui sa place est au musée. Voilà. On a entendu, on a vu Indiana Jones. Exactement. Mais donc après dans le musée belge par exemple, il y a un travail. C'est un musée qui a déjà 10 ans. Donc qui a eu à cœur de ne pas être trop partisan immédiatement et d'être vraiment didactique, on va dire. Donc par exemple il y a les origines, l'histoire, comment on en est arrivé là, pourquoi il y a encore aujourd'hui beaucoup d'entrain pour le capitalisme, et puis le futur, les limites, un peu aussi montrer les problèmes et les alternatives. Une façon donc de militer de manière un petit peu sur le côté comme ça, avec un regard où on fait contribuer, j'imagine, les historiens, les historiennes, les historiologues, mais aussi les sociologues, forcément. Là, je crois que l'idée, c'est justement plutôt un musée citoyen avec des participations citoyennes. Donc, si parmi ces citoyens et citoyennes, il y a des historiens, historiennes, etc., avec grand plaisir, et ils sont les bienvenus. Mais tout un chacun contribue, tout comme nous prenons bonne note de tes propositions pour le musée. Je me retourne cette fois à nouveau vers Gilbert Coquelin. Ça va être un petit peu une discussion Coquelin en fait, sur ce plateau ici, puisqu'une 3e personne vous rejoint. On va d'abord parler avec Gilbert, mais on parlera avec cet arrivant juste après. On a compris que le perturbationnisme fait ce qu'il veut en fait. Et est-ce qu'il veut ? Finalement. Effectivement, dans tous les cas, il peut prendre beaucoup de directions. La perturbation est quelque chose qui existe dans l'humanité depuis la nuit des temps et qui est là actuellement dans le présent et qui sera là dans le futur. Donc le but du jeu, c'est de l'analyser, de le capter et puis donc d'en faire une matière artistique et puis une matière qui soit efficiente également dans la réalité pour absorber des transformations. Ouais. Si on parlait de musée à l'instant avec Alice et Cécile, vous, Gilbert Coquelin, vous affirmez que l'artiste peut se produire où il veut, quand il veut et même quand il n'est pas invité. Oui, effectivement. Donc j'aime beaucoup la formule du rappeur Jul, il vaut mieux être évité que l'invité. Et effectivement,
effectivement, les œuvres sont à nous, les institutions sont à nous, l'espace public est à nous, et donc on a tendance à l'oublier, et il faut le revendiquer, et il faut agir pour voilà, avoir ce sens d'activité. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de perturbations qui ont été les vôtres récemment et qui pour certaines vous ont valu de passer quelques heures au Comico? Donc ça, nous on appelle ça l'optimisation pénale, donc en référence avec l'optimisation fiscale. Donc c'est-à-dire que la justice c'est pareil, la justice c'est à nous, la loi est à nous, et donc c'est à nous de produire donc des effets concrets sur la justice. La première, peut-être la plus symbolique, costume cravate, un arc des flèches, un bison de Buffalo Grill, et donc j'ai tiré sur le bison de Buffalo Grill donc pour revendiquer le droit, la reconnaissance du crime de l'écocide. Donc j'ai été condamné, j'ai été donc en garde à vue, expertise psychiatrique, et donc 6 mois plus tard je me suis présenté donc au tribunal en costume de torero, donc pour apporter la preuve artistique qu'un animal en plastique a beaucoup plus de droits et de protection qu'un animal de chair et d'os. Donc voilà, donc ça c'est un peu donc un exemple, et ensuite on travaille justement beaucoup aussi à l'arrière, parce que ça c'est le côté un peu spectaculaire, comme dit Guy Debord, la société du spectacle. On se sert de la société du spectacle justement pour produire des effets concrets. Et j'imagine que finalement cette idée de créer un musée du capitalisme, c'est aussi créer des outils qui existent déjà, mais les décaler un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez, toutes les trois, et d'ailleurs je salue notre nouvel invité, bonjour. Est-ce que vous considérez qu'il est plus trop possible de militer si on ne le fait pas de manière aussi un peu décalée? C'est nécessaire aujourd'hui pour avoir une visibilité dans l'espace public? Alors le principe du musée du capitalisme, c'est pas tout à fait dans l'espace public, c'est plutôt dans des espaces associatifs. Dans des centres sociaux, pour l'instant en Belgique, c'est une exposition nomade qui se déplace, mais avec son pendant, on va dire, d'animation. C'est-à-dire que c'est pas un musée où il y a juste des pièces, des objets qui sont inertes. C'est une forme d'animation, et on forme des gens du territoire. Il y a les personnes qui appellent le musée sont formées à prendre une face, à faire visiter le musée de façon dans une logique d'éducation populaire. Donc on est plutôt sur l'éducation populaire que sur du perturbationnisme au sens artistique du terme. On est plus dans le happening vraiment, mais qui convoque aussi bien les dadaïstes du début du XXe siècle, le surréalisme, les situationnistes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire, d'après vous, Gilbert Coquelin, pour se faire entendre, de venir comme ça, de perturber une réunion d'un conseil municipal par exemple? Vous trouvez ça nécessaire? En fin de compte, les dadaïstes et les situationnistes, comme vous citez, donc ils avaient un cadre de référence. Nous, on a le nôtre actuellement en 2024, et donc on constate bien que les manifestations, les pétitions, les sittings ne fonctionnent plus, ou alors à la limite si on a envie de se prendre un flashball en pleine tête. Mais donc voilà, donc on doit inventer, et donc c'est ce que nous, en tant qu'artistes, on essaye de mettre la création au service justement de causes concrètes, parce que l'art est forcément politique en fait, nécessairement. Ouais. Et en fait, quand on voit dans un pays où on va jusqu'à presque limoger un chroniqueur humoriste à la radio nationale, Radio France, qui pourtant lui se défend d'être militant, même si on peut quand même saisir quelques penchants qu'il peut avoir de militantisme. Je parle de Guillaume Meurice évidemment. Est-ce que lui serait pas mal inspiré de vous imiter et de faire un pas de côté, et puis d'aller intervenir dans la rue, intervenir où bon lui semble, et pas forcément derrière le micro de Radio France? Je ne suis pas certain que ça soit du perturbationnisme, mais dans tous les cas, effectivement, nous, dans le perturbationnisme, on constate une branche sociétale et on constate une branche artistique. Et donc, forcément, la porosité est visible. Et donc on peut avoir les mêmes sources de création, et effectivement on voit bien qu'il y a des choses qui se passent sur ces thématiques-là, et donc il faut les questionner et puis agir pour aller dans l'autre sens en fait.
Ce musée du capitalisme, j'arrête pas de faire une espèce de ping-pong comme ça entre vous trois, Gilbert et puis Alice et Cécile. Il y a des idées de quand est-ce qu'il va voir le jour en fait, où là vraiment on pose les bases et on verra bien quand ça arrivera. Alors déjà pour la partie concrète, aujourd'hui on est juste dans le rassemblement d'un collectif autour de cette idée. On n'est vraiment pas encore dans le projet, même si on s'est mis une micro-feuille de route autour de déjà rassembler. On est plutôt aujourd'hui sur le rassemblement d'un collectif de citoyens qui sont plus ou moins issus de réseaux associatifs. Mais par contre, je voulais juste faire un parallèle entre peut-être le perturbationnisme, le musée du capitalisme et je ne sais plus le troisième, mais en tout cas, on est bien dans... oui, Guillaume Meurice. Il y a la question de comment on rend un espace public politique. Et donc Guillaume Meurice, lui, il ramène la parole des gens qu'il rencontre dans la rue. Nous, on est plutôt sur des gens qui vont au musée pour apporter leur expérience du capitalisme aussi pour mieux se situer en tant que citoyen dans le capitalisme. Et donc... Gilbert aussi. Gilbert, voilà, oui, il est sur un autre rapport à l'espace public, mais on est bien sur cette question de qu'est-ce qui est politique et comment, en tant que citoyen, je reprends ma place dans cette dimension politique, sachant que la politique, par les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, elle est mise sous le tapis, elle est éradiquée. Merci, c'était très court, c'était un peu brouillon peut-être, c'était un peu perturbant sans doute, c'était une petite discussion ici pendant le Pop Mile à l'Antipode. Musique et je repasse la parole à Elliot. Merci. Oui, le temps que je récupère un casque en même temps et puis on va accueillir bientôt Boris Collin de la Fédélima, Caroline Veil de Ritimo et Anaïs Massola pour parler de transition écologique à l'instant. Là, on se rend compte qu'évidemment... Syllab et Canal B vous présentent tout un frémissement culturel qui commence par les croyances. Alors comme on n'a que 4 casques... C'est un petit spot. Mind. Et nous sommes toujours à l'Antipode à l'occasion de Pop Mind, Culture et Solidarité, l'urgence d'agir en commun organisée par l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles et le CRID, le centre de recherche d'information et de développement avec les radios campus, la Ferrarock et la Corlab. Bien sûr, alors que sur le plateau nous accueillons Lucie qui mènera avec moi-même cette discussion autour de la transition écologique et de ces différentes thématiques que sont la sensibilisation, la mobilisation et des manières de réduire notre empreinte. On accueille sur le plateau Boris Collin. Donc on va faire les présentations. Ouais. Donc Boris Collin, coordinateur des coopérations intersectorielles à la Fédélima, la Fédération des lieux de musique actuels. Il y a Caroline Veil qui vient d'arriver, avec qui on parlera de l'eau dans un instant. Vous avez réalisé une thèse en anthropologie. Et il nous reste Anaïs Massola de l'écologie du livre. Tout le monde est bien installé, ou presque, avec un micro qui se situe juste devant vous. Et on va pouvoir se lancer. Peut-être commencer par présenter très rapidement les structures que sont la Fédélima et l'écologie du livre en 2 phrases. Alors Fédélima, c'est la fédération des lieux de musique actuelle qui rassemble 160 adhérents, salles de concert, projets de musique actuelle, dont l'Antipode par exemple, au niveau national. Très bien. L'écologie du livre. Alors c'est une association interprofessionnelle, un espace de réflexion et de mise en place d'expériences pour réfléchir au monde au livre post-pétrole. Peut-être que ce qui vous différencie là tous les deux, c'est que les questions de transition écologique, elles sont dès le départ dans le projet de l'écologie du livre et que c'est arrivé plus tard pour la Fédélima, on peut le dire comme ça. C'est pas grave. Hein. Mais carrément, c'est vraiment pas grave. Ouais, nous on n'est pas fondé là-dessus. Par contre, c'est un sujet vraiment de préoccupation de nos adhérents et du coup, c'est pour cette raison qu'on le bosse maintenant depuis quand même quelques années et que là, on a mené un gros projet collectif avec nos adhérents. Il y a un terme qui m'a interpellé sur le projet de l'écologie du livre, dans les objectifs donc de mettre des actions en place sur des enjeux d'éco-responsabilité et de bibliodiversité. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors la biodiversité, c'est l'idée de lutter contre les monocultures de l'esprit. Enfin, c'est vraiment le truc de Vandana Shiva. Et du coup, la biodiversité, c'est comment on s'attelle à quels sont les récits aujourd'hui qui sont publiés, pour qui et pourquoi, et comment ça invisibilise tout un paquet d'autres récits qui ou n'existent pas, ou sont pas publiés, ou sont invisibilisés dans la masse des publications actuelles. Voilà. Alors vous étiez tous les deux, en tout cas pour la Fedelima et l'écologie du livre, réunis dans un atelier sur la transition écologique au sein des milieux culturels et solidaires. On dit un peu ce qu'il en est ressorti de ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, marqué J'attaque Anaïs. Peut-être juste dire que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a pas mal de démarches collectives qui sont en route dans différentes filières et que j'ai l'impression que c'est relativement nouveau, que le niveau d'implication en tout cas des acteurs culturels ou relevant de l'économie sociale et solidaire monte en compétences, monte en action et qu'il y a quand même plein de signaux positifs. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humilité sur les résultats qu'on va pouvoir obtenir, mais en tout cas on sent que ce sont des secteurs qui s'emparent des sujets, qui ont envie de changer les choses et qui se donnent les moyens de les travailler. Donc il y a quand même des choses assez positives et assez enthousiasmantes. Anaïs Massola, vous êtes d'accord pour dire que la prise de conscience, elle est quand même assez généralisée dans le secteur culturel et notamment dans celui du livre. Il y a une expression du visage difficile à décrire, réflexive. Oui, alors la prise de conscience, elle est là. La question, c'est, je vais faire un peu rapide, mais c'est comment est-ce que je peux continuer à faire mon métier tel quel, en prenant en compte la question de l'écologie. Et en fait, c'est pas possible. Donc, du coup, pour moi, la question la plus importante, c'est la question du sens du travail. C'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Pour moi, l'écologie, ça permet de créer en fait un atout supplémentaire à repenser ces réflexions-là. Mais non, je pense que d'un côté, oui, les gens sont sensibles. Par contre, préparer et organiser pour ce qui va se passer et comment réorganiser nos métiers, les réinventer, voire accepter de s'en défaire, ce qui n'est pas une évidence. Non, les gens sont majoritairement pas prêts, mais le discours infuse. Il faut dire que là, selon les secteurs, qu'on soit dans les musiques actuelles ou dans le livre, le lieu où aller améliorer l'empreinte carbone se situe pas tout à fait au même endroit. Pour le livre, on est dans la production. Sur les musiques actuelles, il y a le gros sujet des transports, dès qu'on est sur de l'événementiel. Est-ce qu'on peut dire ce qui marche peut-être et comment on peut aller plus loin, chacun dans votre secteur ? Anaïs Massola. C'est-à-dire que si on est sur les accords de Paris, donc de baisse de 80% des émissions bilan carbone sur la question de la production, ça veut dire qu'il faut revenir à la production des années 90. En soi, a priori, c'est pas complètement déconnant, enfin impossible, mais par contre, ça fragilise les économies actuelles qui sont essentiellement basées sur le flux et qui sont embarquées par les gros acteurs qui fonctionnent que là-dessus. Donc, a priori, c'est pas impossible du tout. Dans la réalité, personne ne sait comment faire. Et pour la Fedelima, sur les lieux de musique actuels, la question des transports pour se rendre dans des lieux de concert. Donc ce que j'évoquais, c'est qu'on commence à discuter avec les autorités en charge des transports. C'est un sujet nouveau. C'est vrai quand on est professionnel dans un secteur, on est un peu dans une logique de silo et donc nous on a des interlocuteurs avant tout culture. Donc là il faut qu'on arrive à pousser les portes pour être entendu aussi par des acteurs des transports. On vient de commencer le sujet, on voit bien que ça va être vraiment complexe et que nous aussi il faut qu'on comprenne des choses. Donc pareil là, je pense qu'on n'a pas encore toutes les clés. Après on va pouvoir expérimenter des choses, mais qui risquent, je pense malheureusement d'être trop anecdotiques pour pouvoir faire modèle. Mais voilà, c'est un sujet qui va être en travail et puis qui va de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du secteur de la musique, il peut aussi concerner tout l'événementiel au sens large, le sport aussi. Tous les besoins, on a des gros rassemblements, quoi. Donc je pense qu'on peut faire des alliances aussi intelligentes, intersectorielles au-delà de la culture. Donc ça c'est intéressant, mais c'est un gros chantier
et du court moyen terme, quoi. Donc c'est vrai que quand on discutait là, lors de la table ronde, on voit qu'en tout cas il y a des objectifs à 2030 qui semblent atteignables. Par contre, il y a ceux que tu décris, les moins 80% à 2050, qui là semble difficile à atteindre. C'est abyssal, quoi. Enfin, voilà, et bon bah il va falloir s'y coller et voilà. Bon bref, un peu compliqué là cette deuxième partie. Dernière question avant une pause musicale. Vos projets se prêtent bien à cette question, celle du faire ensemble, que ce soit avec la Fédélima ou l'écologie du livre. C'est des projets qui se font à plusieurs. Est-ce que, comment dire, ça peut créer de la friction parfois au sein des collectifs? Chacun a des cheminements différents, n'a pas forcément les mêmes visions de l'écologie. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui de friction, comme tant d'autres dans notre société ? Alors, au sein de l'asso, non, dans le sens où on a posé un diagnostic et un discours politique très radical. Donc en fait, les gens qui rejoignent l'association savent très bien où ils mettent les pieds. Ce qui est sûr, c'est que ça crée de la friction avec un certain nombre d'institutions, on va dire, plus classiques. Mais c'est le but, en fait, c'est d'arriver à faire bouger les choses. Donc, et par ailleurs, les bouleversements à venir pour le métier de libraire, le métier d'éditeur, la question de l'auteur, etc., pour moi, sont des possibilités de ressourcement et de reprendre en fait la main sur le sens de nos métiers. Mais évidemment, ça veut dire que ça va pas se faire sans heurte, et il va falloir abandonner tout un paquet de choses d'évidences actuelles qui en réalité précarisent la majorité des gens. Ils sont pas très utiles. Voilà. Je termine juste en le disant, parce que j'ai pas eu le temps de le glisser, qu'au mois de mars, le gouvernement a annoncé des coupes budgétaires de 10 milliards d'euros et que l'un des secteurs les plus touchés se trouve être l'écologie. Donc voilà, on n'a pas eu le temps d'aborder la question du soutien du territoire et des collectivités locales à la question de la transition écologique. Peut-être dans un instant, après une pause musicale, je crois, et on se retrouve tout de suite après. Union soviétique, modèle idéal. La Corée du Nord, bon système social. Ticket de rationnement, dénonce ton voisin. Culte du chef, c'est notre champion. Gloire au parti, à tous les travailleurs. Hymne national, on va les niquer. C'est nous les meilleurs, on va la gagner. Achète une merguez pour la caisse de grève. Santé mon Bernard, pour tous tes milliards. Le bon politique, c'est celui qui fraude. C'est celui qui fraude. Paradis fiscal, soleil agréable. Laissez nos banquiers, laissez-les travailler. Les États-Unis, la fierté des armes. Arabie Saoudite, le respect des femmes. Centre commercial, c'est vraiment génial. Centrale nucléaire, une énergie viable. Dans les abattoirs, confort de l'animal. En Amazonie, ils aiment les arbres. Arrêtez de critiquer, retournez dormir. Allez travailler, retournez dormir. Vive la nation, vive la légion. Il faut garder notre fric, on emmerde les régions. L'écologie ça sert à rien, tout ça c'est du bidon. Faut plus de gasoil pour notre nation. Envoyer l'armée sans limite ni restriction. On veut tout consommer, surtout si c'est moins cher. Fermer les associations, foutez-les en prison. C'est une conspiration, tous les pauvres et les chiens. Armée obligatoire dès l'âge de 16 ans. Discipline et volonté pour notre intégrité. Car ce monde est génial. 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 Car ce monde est génial.
Gwendoline Conspire qui faisait bouger des têtes sur ce plateau Canal B, Syllab, et vous êtes bien sûr sur les radios campus, la Ferrarock et la Corlab pour ce plateau PopMind, et qui accueille aussi Caroline Veil de Ritimo, le réseau d'information et de documentation pour la solidarité internationale et le développement durable, j'arrive à le dire, qui vient nous parler aussi du Festisol ou des Festisols. Est-ce qu'on peut le dire au pluriel, le Festival de Solidarité? C'est quand même aussi un certain nombre d'initiatives qui sont portées à travers toute la France et aussi l'Afrique francophone. C'est ça, c'est Alors on est sur le micro vert et puis Caroline va pouvoir nous expliquer ce Festisol. Le Festisol fait effectivement effet de plateforme, c'est-à-dire que l'idée c'est de s'ancrer sur les territoires avec des acteurs de la solidarité internationale qui sont présents toute l'année, mais qui, à l'occasion des rencontres ou de la semaine du Festisol, coordonnent des actions au niveau national et dans toutes les régions où le festival se développe, autour d'une thématique. Et donc cette année, c'est en particulier l'environnement et le droit des peuples, donc en essayant de réfléchir à cette question écologique depuis un point de vue de solidarité internationale. Effectivement, et plus spécifiquement, vous êtes venu parler à cette occasion PopMind de l'eau et du droit des peuples. On l'entend dans l'actualité, ici en France ça résonne très particulièrement avec les méga-bassines et ces mobilisations qui réunissent et qui connaissent une répression très violente, mais aussi à d'autres endroits dans le monde. On peut penser par exemple à la Californie qui connaît des sécheresses énormes, et donc les assureurs ne veulent même plus assurer les maisons dans ces endroits. En tout cas, c'est une thématique qui résonne dans le monde entier, l'eau. Absolument, et c'est pas nouveau non plus. On pense par exemple à la guerre de l'eau en Bolivie en 2003 contre la privatisation de l'eau, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose une thématique qui a toujours été au cœur de la lutte des peuples, notamment les plus exploités, les plus dépossédés, à partir du moment où il y a une expropriation des terres, notamment par l'extractivisme, qui est un peu le sujet que moi je travaille, mais le système capitaliste ne peut pas se reproduire sans accaparer les ressources et sans les privatiser. Et du coup, la défense de l'eau, la défense des territoires a, depuis 5 siècles de colonialisme au minimum, été au centre de la lutte des peuples. Oui, puisque l'eau ne se gaspille pas, l'eau ne s'achète pas, ne se vend pas. On a de cesse de le rappeler. Et puis l'eau, c'est aussi un lien important entre les peuples. Tu parlais d'extractivisme, est-ce que tu peux nous expliquer cette notion ? Absolument. C'est en fait, depuis 5 siècles, en réalité, la colonisation de l'Amérique du Sud s'est faite sur la base d'exploitation des minerais. Et donc aujourd'hui, l'extractivisme est conceptualisé comme l'extraction des très très grandes quantités de matières premières pour être vendues sur le marché international de façon peu ou pas transformée. Et en fait, la problématique de l'extractivisme, donc ça peut être l'extraction du minerai, l'extraction du pétrole, du gaz, mais aussi la monoculture, qui est considérée comme une façon d'extraire des ressources pour le vendre au niveau international, c'est que ça consomme énormément de ressources naturelles et par exemple de l'eau. Donc moi qui étudie beaucoup l'extractivisme minier, aujourd'hui pour produire le cuivre qui est dans les câbles du micro que je suis en train d'utiliser, pour produire l'or qui sert aux microprocesseurs dans nos téléphones portables, le lithium dans les batteries électriques pour la transition énergétique par exemple, tout ça, ça demande donc de l'extraction de ces minerais plus ou moins rares, et les méga projets internationaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une énorme montagne, ils la réduisent en poudre, la roche est réduite en poudre, mélangée avec d'énormes quantités d'eau et des produits toxiques pour pouvoir extraire le minerai. Et après, ces bouts toxiques sont stockés, ne sont pas gérés par les entreprises, et l'or ou les minerais sont vendus. Donc en fait, dans les contextes extractivistes, ce qu'on voit, c'est de 1, les sources s'assèchent, parce qu'ils ont besoin d'eau pour pouvoir le mélanger à la roche, mais ils ont aussi besoin d'eau pour pouvoir irriguer les routes sur lesquelles passent les camions pour éviter qu'il y ait de la poussière. Et donc l'extractivisme, qui est la base, en fait, la colonne vertébrale du capitalisme moderne, c'est-à-dire que tout ce que nous on utilise en Europe pour la production des biens qu'on utilise tous les jours a besoin de l'extraction en énorme quantité de cette eau. Et donc les communautés rurales qui pour la plupart vivent d'une agriculture de subsistance se voient privées de leurs sources d'eau, et où leurs fleuves être complètement pollués par tous les métaux toxiques, l'arsenic, le mercure, etc. Donc il y a des problématiques d'enfants qui naissent mal formés. Je n'invente pas cette donnée des moutons qui naissent avec 2 têtes ou avec 5 pattes, c'est-à-dire qu'on parle de pollutions environnementales qui sont absolument
brutale. Et en fait, cet extractivisme, l'extraction de minerais, c'est la production de notre vie quotidienne en France ne peut pas se passer de cet extractivisme-là. Donc en fait, la façon dont on vit aujourd'hui, notre niveau de vie, notre confort de vie est subventionné par des industries qui délogent les gens de leur territoire, qui pompent toutes leurs ressources en eau, qui polluent toutes les ressources en eau. Et donc, en termes de solidarité internationale, ce qui est important pour Ritimo et pour toutes les organisations qui travaillent un peu sur le sujet de l'extractivisme, de mettre en avant, c'est à quel point notre normalité n'est pas compatible avec une justice internationale. Elle n'est pas compatible avec une justice environnementale qui soit la même pour tous et pour toutes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux prendre un peu l'exemple de la transition énergétique, mais c'est-à-dire qu'on nous vend un futur vert avec moins d'émissions de gaz à effet de serre en Europe, mais pour ça implique la production de panneaux photovoltaïques, de véhicules électriques, et toute cette production-là implique beaucoup plus d'extractivisme, et de fait, en Amérique latine, la course au lithium a déjà été déclarée. Des territoires comme le nord de l'Argentine et du Chili sont en proie à des guerres absolument atroces autour des gisements de lithium. Et donc voilà, quand on parle d'écologie et de solidarité internationale, on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à l'extractivisme et à la production des biens qu'on utilise au quotidien. Parce que notre façon de vivre et notre façon de comprendre la transition énergétique et un futur plus vert, entre guillemets, en termes de justice internationale, dépend de ça aussi. Mais face à nos besoins grandissants, et tu le rappelais, on utilise du cuivre dans ces micros, on utilise beaucoup de conducteurs, mais que ce soit dans les smartphones. Comment on peut faire, Ritimo, quel futur imagine Ritimo ? Je pense que c'est déjà pas à Ritimo d'imaginer un futur, mais ensemble et collectivement. Ensuite, la production de biens ne va pas s'arrêter. La question, c'est qui les produit et pourquoi. Je pense que le problème fondamental, au-delà de l'extractivisme, c'est l'accumulation du capital. C'est-à-dire que tous les latino-américains, je pense à Eduardo Gunidas, Maristelas Vampa, qui sont des grands penseurs latino-américains sur le sujet, expliquent qu'en fait, c'est l'extractivisme, c'est la reproduction de l'accumulation du capital. Un peu Marx à l'époque disait l'accumulation du capital était une phase historique, mais en fait ce qu'on voit c'est que le capitalisme ne peut pas se reproduire sans une dépossession permanente. Et donc en fait si on pouvait imaginer un monde qui n'était pas dicté par le capitalisme, on pourrait imaginer des modes d'extraction des minerais aux mains des communautés elles-mêmes, qui soient à peu près régulés, canalisés, etc. Et puis surtout extraire en quantité bien moins importante. Et que l'utilisation de ces minerais soit utilisée pour des choses essentielles. Je pense par exemple à la technologie médicale. On a envie, un futur désirable implique un certain niveau de technologie médicale, mais donc la capacité de prendre des décisions collectives sur combien on extrait et à quoi on destine cette extraction est absolument nécessaire. Donc pour une gestion démocratique des ressources naturelles, on est obligé de passer par affaiblir les multinationales, affaiblir les grandes entreprises transnationales. Par exemple, quand on voit que l'entreprise Total, entreprise française, maintient de façon presque unilatérale la junte militaire birmane, on se dit que ces multinationales-là ont un pouvoir absolument atroce, et c'est aussi notre responsabilité en France que d'exiger de ces entreprises qu'elles soient rendues responsables des exactions environnementales et sociales partout dans le monde. Et donc déjà avec un affaiblissement des multinationales, avec des lois contre les monopoles, avec une réappropriation collective des modes de production, on pourrait aller vers des extractions minières qui soient beaucoup plus responsables. Effectivement, tu parlais aussi des possessions, que le capitalisme a besoin des possessions, et ça prend des proportions extrêmes. Je pense à l'exemple de Madagascar qui vend des pans entiers de sa terre à des multinationales chinoises pour l'extraction justement de tout type de minéraux, et en plus dans des conditions extrêmes, puisque ce sont des enfants qui travaillent très souvent dans ces mines et qui polluent l'ensemble du territoire. Est-ce que, pour terminer, on a commencé sur le Festisol, on peut peut-être terminer sur le Festisol. Est-ce qu'il y a des initiatives auxquelles tu penses qui sont menées autour de l'eau ? Je t'avoue que le Festisol, c'est quelque chose qui va se faire tout au long de l'année, et du coup ça dépend beaucoup de comment ça s'est mis en place un peu partout. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le Festisol, la coordination nationale du Festisol est en train de mettre en place des modules pour pouvoir aider les acteurs locaux à s'emparer de ces enjeux et à donner des clés pour pouvoir comprendre justement au niveau international les enjeux de l'eau. Et donc c'est
des méthodes, des méthodologies, des ressources qui vont être mises à disposition de tous les acteurs qui voudraient s'emparer de ce sujet. Eh bien, merci. J'ai le droit à une question de curiosité. Vas-y. Votre avis sur des projets d'extraction en France pour avoir des projets mieux pensés, moins dégueulasses que ce qui se fait ailleurs dans le monde, sachant qu'on est dépendant. Je suppose que tu penses à la mine de lithium qu'ils veulent ouvrir en Ardèche. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Alors, le vrai problème c'est en de ça. 1 minute. Le vrai problème de ça, c'est que ça a tendance à faire un effet rebond. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on exploite les mines en France qu'on va arrêter d'exploiter les mines ailleurs. La question, c'est pas où est-ce qu'on ouvre des mines. La question, c'est à quoi est-ce que c'est dédié. Parce qu'il y a une demande tellement énorme pour le lithium, pour la transition énergétique. En fait, c'est la transition énergétique qu'il faut remettre en question et non pas où est-ce qu'on ouvre les mines de lithium. Parce qu'en fait, des mines propres, ça n'existe pas. C'est entendu. Merci beaucoup. Eh bien, merci Caroline Veil de Ritimo d'être venue sur le plateau. Merci aussi à Boris Collin et Anaïs Massola de nous avoir rejoints. Massola, je vais bien le dire, Anaïs Massola, c'est ça? Ah bah tu montres. Qui n'entend absolument rien. Et alors faut dire qu'il y a des partages de casques, c'est très beau. Voilà, c'est aussi ça le festival des solidarités. Et oui, c'est aussi ça Pop Mind, justement, culture et solidarité, l'urgence d'agir au commun. On rappelle qu'on était là avec ce festival, ce congrès, ce symposium. Ces rencontres. Ce partage, en tout cas organisé par l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, et le CRID, le Centre de recherche, d'intervention et de développement, qui cette année, je le rappelle, s'intéressait à l'urgence d'agir au commun. Nous étions avec Syllab et Canal B, et donc toute cette équipe qui réunissait Janice, Lucie, Yann et moi-même Elliot, et puis on remercie quand même Iris Quentin et Iris à la technique. Et ben on se dit à très bientôt. Bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Pop Mind. Pop Mind. Présenté par Canal B et Syllab.